Bonsoir, merci de nous accompagner sur Éclair TV. Nous sommes en période de grande neutralité, c'est la raison pour laquelle nous allons nous intéresser à l'après-élection. Une fois que les assemblées délibérantes sont élues, quel est le rôle de l'opposition? On parle souvent de la minorité, mais le terme juridique retenu est celui de l'opposition. Quel est son rôle, mais également quels sont ses droits? Nous nous intéressons aussi au contrôle des élus. Si le vote constitue déjà une première sanction qui valide ou invalide les politiques publiques menées par les élus, est-ce que pour autant, une fois l'élection acquise, le citoyen ou n'importe quel acteur se retrouve démuni? Enfin, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'obligation de porter le masque, mais vous verrez qu'il y a bon nombre de restrictions d'une part et que cette décision qui d'ailleurs anticipe celle qui avait été prévue initialement au 30 juin, n'est pas dépourvue d'arrière-pensée à la fois politique dans le contexte électoral, mais également économique. Nous verrons en tout cas quels sont les tenants et les aboutissants. Le rôle de l'opposition politique. Bien sûr, elle n'a pas un rôle fondamental concernant la prise de décision, à moins qu'avec le temps, comme ça se passe dans certaines assemblées délibérantes, l'opposition devient constructive et participe à une co-construction de la décision. Ce n'est pas forcément le cas de figure le plus courant, mais ça arrive dans certains conseils. Pourtant, l'opposition a trois rôles fondamentaux qui consistent surtout à défendre de grands principes de la Constitution. Le premier, c'est les libertés individuelles. Lorsque une assemblée délibérante prend une décision, le rôle de l'opposition est d'apprécier si cette décision est contraire ou conforme aux libertés individuelles, telles que prévues par la Constitution. Mais également, le rôle de l'opposition, c'est de garantir la notion de probité. Si une décision est prise et que l'opposition estime qu'au regard des principes d'équité, et en tout cas la probité peut être remise en cause sur un plan judiciaire, c'est au rôle de l'opposition de pouvoir le dénoncer dans le cadre des débats qui sont organisés au sein de l'Assemblée délibérante. Donc vous voyez qu'en matière d'expression et en matière de veille à la fois des libertés individuelles mais également de probité, l'opposition a un rôle non négligeable et je voudrais vous rappeler qu'un certain nombre de difficultés que nous connaissons, en tout cas que connaissent certains élus à l'heure actuelle, sont la conséquence directe de l'opposition qui a déposé plainte et qui par conséquent a généré une procédure judiciaire que les élus doivent subir dans des conditions plus ou moins difficiles. Il n'empêche qu'au-delà de ce rôle de vigilance par rapport aux libertés, l'opposition dispose de 4 droits. D'abord, le règlement intérieur des assemblées délibérantes, en tout cas celles qui ont plus de 3500 habitants, doit prévoir ce qu'on appelle un temps de parole au niveau de l'opposition. Il ne s'agit pas que cette opposition monopolise la parole, mais il ne s'agit pas non plus qu'elle soit sans voix. Autrement dit, il faut que le règlement intérieur précise à la limite la durée de l'intervention, également la nécessité de pouvoir informer au préalable le chef d'édilité et surtout lorsqu'il s'agit d'une question qui mérite réponse, que cette question parvienne suffisamment tôt pour permettre à l'exécutif d'y apporter réponse. Deuxième avantage, en tout cas prérogative de l'opposition, c'est que lorsqu'il existe un média par lequel la municipalité informe, voire communique, l'opposition a automatiquement une place en proportion du média, mais également en proportion de sa représentativité. Autrement dit, si l'opposition c'est 10% d'un conseil, quel qu'il soit, municipal, régional, départemental, eh bien, il doit au moins avoir dans le média une place équivalente à 10% de l'espace consacré à l'information. Il y a surtout
et c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales, l'obligation que l'opposition soit dans la commission financière, donc elle participe à l'analyse du budget, à l'élaboration des orientations budgétaires, mais également au contrôle des dépenses à travers le compte administratif. Donc elle a un droit de regard et un droit d'information et peut demander au comptable municipal ou au comptable public à tout moment un certain nombre de précisions sur la manière dont la collectivité gère ou sur les mandats qui sont ordonnés par le chef d'édilité ou celui qui a délégation pour être ordonnateur. Enfin, il y a dans certaines collectivités l'obligation que pour la commission des marchés publics, que l'opposition soit présente, d'autant que c'est elle qui, en veillant à l'équité dans la répartition des différents marchés publics au regard des soumissionnaires, a un rôle de vigilance, et beaucoup de plaintes d'ailleurs qui viennent de l'opposition sont la conséquence de constats qu'au niveau de la passation des marchés publics, qu'il y avait une certaine partialité et que certaines oppositions d'ailleurs n'ont pas hésité à dénoncer. Je rappelle également qu'en ce qui concerne les collectivités de plus de 20 000 habitants, l'opposition peut disposer de locaux, d'une logistique spécifique qui lui permettent de pouvoir recevoir des administrés et par conséquent, on peut dire en conclusion que même s'il existe une minorité, cette minorité ne peut pas être ignorée, elle ne peut pas non plus être bafouée. Il y a donc ce qu'on appelle le principe du débat contradictoire que tout chef d'édilité, en tout cas toute assemblée délibérante, doit accepter afin de reconnaître en l'autre celui qui est là, non pas forcément pour dénoncer, mais également pour attirer l'attention sur un certain nombre de manquements ou de travers qui pourraient être le propre de la décision prise dans un cadre majoritaire. Voilà, nous avons donc terminé concernant le rôle de l'opposition. Intéressons-nous maintenant aux différents moyens de contrôle des collectivités territoriales. Une fois le résultat des urnes connu, une nouvelle équipe délibérante arrive à la tête des différents conseils. Qu'avez-vous comme possibilité, une fois l'élection passée, pour pouvoir contrôler l'action des élus? Vous verrez que le droit administratif a beaucoup progressé au cours de ces dernières années autour du concept de sécurité juridique. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une assemblée prend une délibération, cette délibération n'est exécutoire qu'à deux conditions. La première, qu'elle ait été publiée, principe de publicité, et que par ailleurs, elle ait été, suivant la nature de cette délibération, transmise au préfet qui exerce un contrôle de légalité. Ça veut donc dire que ce principe de sécurité juridique permet aux citoyens, par la publicité, d'être informés d'une décision qui peut lui créer un préjudice. On parle d'ailleurs que la décision lui fait grief. De même que le rôle du préfet, c'est de s'assurer que la décision est en conformité avec les éléments actuels du droit. Vous voyez donc que si une décision vous crée un préjudice, je prends un exemple, vous faites une demande de permis de construire qui vous est refusée, ou vous avez fait une demande et le conseil municipal ou régional, départemental a donné un avis défavorable, vous avez d'abord la possibilité d'exercer ce qu'on appelle le recours gracieux, puisque vous êtes informé, il y a une publicité obligatoire, qui plus est figure dans le recueil des actes administratifs. Mais vous avez 2 mois après cette décision pour pouvoir faire ce qu'on appelle un recours gracieux et attirer l'attention du chef d'édilité sur le fait que cette procédure, en tout cas la décision, vous fait grief et vous crée un préjudice. Si à nouveau 2 mois après, vous n'avez pas reçu de réponse, il vous est tout à fait possible de pouvoir saisir le tribunal administratif après le recours gracieux de manière à pouvoir faire valoir un abus de pouvoir
ou, chose beaucoup plus rare, un détournement de pouvoir. Et seul le juge administratif a la possibilité de procéder à l'annulation en tout cas de la décision, puisque nous sommes autour d'un concept puissant qui est le concept de libre administration. Et si un élu ne veut pas modifier la décision, le citoyen n'a aucun moyen de pression directe. Le seul moyen qui existe, c'est de passer par le juge administratif. Et lui seul peut annuler la décision. D'autre part, vous avez la possibilité sur le plan financier de pouvoir saisir la Chambre régionale des comptes si vous constatez qu'il y a un certain nombre d'anomalies dans l'exécution du budget lui-même et que, bien sûr, vous avez un intérêt à agir. À ce moment, la saisine de la Chambre régionale des comptes, si cette saisine est jugée recevable par cette instance, puisque la Chambre régionale des comptes, c'est la juridiction financière, si elle juge recevable votre requête, elle s'intéresse donc au budget de la collectivité et procède aux vérifications qui permettent de constater ou pas le bien fondé de ce que vous alléguez au départ et qu'il conviendra de confirmer. Vous voyez donc que vous avez la possibilité à la fois de saisir le préfet, dans le cas du contrôle de légalité, le tribunal administratif, si vous avez intérêt à agir et qu'un grief vous est fait, et également la Chambre régionale des comptes, si vous estimez qu'il y a un préjudice financier. Et je rappelle que l'opposition politique dont nous venons de parler a tout à fait la prérogative de pouvoir saisir ces trois instances dans le cadre du contrôle qui est exercé par monsieur tout le monde d'ailleurs, chacun d'entre nous, sur les élus. Enfin, n'oublions pas qu'il y a maintenant une quatrième instance qui sont les réseaux sociaux. Et c'est souvent ceux-là même qui sont utilisés pour pouvoir critiquer les décisions prises par les élus. Mais je rappelle que les réseaux sociaux ont cet avantage d'être très réactifs et de pouvoir très rapidement mobiliser un segment de population, mais ils ont aussi le gros désavantage d'être très communicatifs et d'être très émotionnels. C'est la raison pour laquelle est intervenue la notion de fake news, qui veut dire des informations qui sont livrées de manière spontanée, sans aucune base, en tout cas rationnelle, fondamentale, et distinguer bien la distinction à faire entre l'information, celle qui est donnée par les médias, quels qu'ils soient, et qui sont beaucoup plus du côté de la rationalité que de la communication, celle qui est donnée par les réseaux sociaux et qui se situe beaucoup plus de l'émotionnel, de l'affectif, voire du réactif. Voilà donc, vous constatez que vous n'êtes pas complètement démunis par rapport à la décision prise une fois que les élus l'ont été. Les citoyens sont de plus en plus, entre guillemets, querelleurs, à savoir qu'ils saisissent davantage la juridiction administrative. Ils la saisissaient tellement, c'est que cette juridiction a dû mettre en place ce qu'on appelle la notion de recours gracieux, de manière à ce qu'ils ne puissent se saisir d'un dossier qu'à la condition qu'il n'y a pas eu déjà une entente amiable, c'est le rôle du recours gracieux, entre celui qui s'estime victime d'un préjudice et celui qui est à l'origine de la décision. Dans tous les cas, il vous reste toujours cette possibilité d'évoquer la notion de sécurité juridique et vous constaterez que de plus en plus, la juridiction administrative est sollicitée et quelque part, c'est une très bonne chose pour la démocratie puisque ça permet à chacun, dès lors qu'il s'estime floué dans ses droits, de pouvoir faire valoir justement ses droits dans le cadre d'une juridiction qui dispose de la compétence de pouvoir annuler la décision prise par une assemblée si elle n'est pas conforme au droit. Sachant que nous sommes dans le système de la triple juridiction, ça veut dire qu'il y a une juridiction d'appel ou une juridiction du Conseil d'État sur le plan administratif, sauf s'il s'agit d'un référé, une fois que le juge donne, en tout cas émet une ordonnance,
si cette ordonnance fait grief à une des parties, elle doit directement saisir le Conseil d'État sans passer par la juridiction d'appel. Nous avons terminé avec tout ce qui concerne les possibilités de contrôle. Intéressons-nous maintenant à la décision annoncée récemment concernant l'abandon du port du masque depuis hier jeudi. Et essayons de comprendre pourquoi, en tout cas les déterminants qui ont pu pousser les gouvernants à prendre une telle décision. Depuis jeudi, le port du masque n'est plus obligatoire sur la voie publique. Mais il y a un certain nombre de restrictions qu'on ne peut méconnaître. Donc, quelles sont-elles? Et par ailleurs, quels sont les déterminants à la fois politiques, économiques et nous verrons juridiques qui ont poussé le gouvernement à prendre une telle décision? D'abord, quelques chiffres. Les indicateurs sont favorablement en baisse, puisque mercredi dernier, il y avait moins de 2000 personnes en réanimation et le seuil de contamination au niveau national est passé en deçà de la barre des 5000 cas hebdomadaires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Haut Conseil de la Santé a donné un avis favorable à ce que les mesures de restriction, en tout cas de levée du couvre-feu ou de port du masque qui devait intervenir le 30 juin, puissent être avancées de près d'une quinzaine de jours de manière à permettre une plus grande liberté. Alors, ces chiffres sont favorables, mais ne croyez pas qu'au-delà de cette ambiance favorable, il n'y a pas d'autres arrière-pensées. Il ne peut vous échapper que cette décision intervient peu de temps avant les élections régionales ou départementales, dont les sondages publiés récemment montrent que l'on s'oriente vers une abstention massive et que cette abstention massive avait déjà été, rappelez-vous, dénoncée lors de l'élection municipale et avait même fait l'objet d'un certain nombre de contentieux, certains maires étant en tout cas candidats malheureux et ayant estimé que l'abstention a favorisé la primo sortant, c'est-à-dire a permis de pouvoir élire les maires dès le premier coup. D'ailleurs, je vous signale qu'en matière d'abstention, en mars 2020, premier tour des élections municipales, près de 31 000 maires sous les 36 000 que compte la France ont été élus dès le premier tour et que 78% des élus dès le premier tour ont été des maires renouvelés. Je ferme cette parenthèse pour dire que l'abstention au niveau des élections a été de toute façon et fort logiquement, au regard de l'expérience des municipales, une hantise pour les élus. Donc, possibilité maintenant de pouvoir se rendre aux urnes, mais attention, dès qu'il s'agit de faire la queue dans les files, dès qu'il s'agit d'aller dans des lieux clos, dès qu'il s'agit d'aller dans des lieux de spectacle, le port du masque reste obligatoire. Même dans les écoles, il n'est pas obligatoire dans la cour de récréation, mais il n'empêche qu'il reste obligatoire en classe, ce qui veut dire que c'est une forme de liberté retrouvée, mais une liberté conditionnelle en fonction du lieu où l'on se trouve, autour d'un critère, le fait que le lieu soit clos ou pas. À côté de cet aspect politique, donc volonté de lutter excusez-moi, contre l'abstention, il y a un aspect économique. Le Fonds de solidarité est en train de poser de sérieux problèmes de déficit à la France, plus de 200 milliards. Et le gouvernement, si on prend le cas des indépendants, pour ne prendre que leur cas, a décidé de ne prendre en charge en 2000 juin que 40% des déficits, en juillet 30% et au mois d'août uniquement 20%. Ça veut dire que progressivement sur le plan économique, la France est en quasi-situation d'asphyxie, l'État prend du recul progressif
et ne peut pas, en tout cas, prendre ce recul sans créer les conditions de la relance de la croissance par la consommation, surtout qu'il y a eu quand même pendant 9 mois une épargne conséquente que les économistes évaluent d'ailleurs à près de 100 milliards d'euros, donc qui pourrait être réinjectée. Pour qu'il y ait cette réinjection, il faut qu'il y ait une consommation. Et pour qu'il y ait consommation, eh bien, il faut que les salles de spectacle puissent rouvrir. Il faut que les gens puissent se déplacer plus librement. Il faut que le couvre-feu soit levé. Donc ce sera le cas dimanche, jour d'élection d'ailleurs, de manière à ce que la relance par la croissance, qui est le fer de lance politique de l'État, puisse trouver du sens. Enfin, il y a certainement une raison juridique. J'analysais un certain nombre de juristes qui disaient, mais il y a eu tellement de dérogations concernant les exceptions du port du masque ou de manifestations, quelles qu'elles soient. Par exemple, il y a eu une manifestation expérimentale avec 5000 personnes. Il y a eu des concerts autorisés avec près de milliers de personnes. Même pour la Coupe d'Europe, l'État a autorisé plus de 2000 en tout cas, spectateurs, aficionados de l'équipe de France, d'aller assister à ce match en Allemagne. Donc, il y avait un risque juridique, compte tenu des très nombreuses exceptions que l'État avait lui-même fait, en tout cas que les décisions liberticides soient saisies et portées devant le Conseil d'État, qui risquait, au nom du principe d'équité, de dire mais il ne faut pas que l'exception en l'espèce devienne la règle, puisqu'il s'agit d'une liberté fondamentale, et en matière de liberté fondamentale, eh bien, les exceptions doivent être rarissimes. En tout cas, c'est une liberté qui doit rentrer dans le droit commun. Donc il y avait un risque pour le gouvernement de se voir condamné par le Conseil d'État, et je reste persuadé que c'est à cause de ces trois facteurs qui sont à la fois politiques, économiques et juridiques que le gouvernement a préféré prendre de l'avance, et compte tenu que les chiffres étaient favorables, eh bien, de permettre à chacun de pouvoir se soulager du port du masque. Certains climatologues vont même plus loin en disant que les conditions caniculaires qui commencent à gagner la France ont également contribué à ce que le gouvernement applique le principe de précaution. Petite précision supplémentaire et de taille, à la Guadeloupe, ces dispositions ne s'appliquent pas, elles ne sont valables que sous le plan national. Le préfet ayant jugé qu'avec l'apparition de nouveaux variants, il était plus judicieux de maintenir les mesures de restriction obligeant donc le port du masque. Voilà, nous avons terminé notre analyse hebdomadaire. J'ai eu plaisir à être avec vous. Merci de nous être fidèles. Bonne soirée, que la nuit vous soit douce.